Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de la fréquence visible à ce nouveau numéro d'Interaction. Comme vous le savez tous, Interaction, c'est la seule tranche sur l'espace 50 qui vous laisse l'opportunité de vous exprimer en suivant trois principes. Le principe de la liberté, le principe de l'objectivité et le principe de la citoyenneté. Puisque cette émission se veut pédagogique, nous sommes censés éduquer et informer toute la population qui est en ce moment connectée sur la fréquence visible qui nous suit. Mais ne vous en faites pas, il n'y a pas seulement ceux qui sont connectés sur la fréquence visible, sur la 96.2 MHz, mais vous pouvez aussi nous suivre si vous êtes ami à Guillaume Manjolo en direct de sa page Facebook, hein. Vous pouvez nous suivre en direct. Ne vous en faites pas, n'appelez pas, parce que si vous appelez à son numéro, ça va perturber l'enregistrement, mais vous pouvez quand même lui envoyer des SMS en direct de sa page Facebook, ou bien les messages, ou bien vous pouvez chatter, parce que quand ce sont des messages sur Internet, on dit que vous chattez. Mais les textos, ça peut aussi arranger via son numéro portable. Voilà. Mais je vais rappeler le numéro par lequel les gens peuvent interagir en direct de cette émission avec nous. C'est le 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. C'est le numéro du standard. Il est opérationnel et dans un moment à l'autre, nous allons l'ouvrir pour prendre vos SMS et vos appels. Eh ben, les Européens se posent une question. Que recherchent les Européens? Que recherchent les Européens? C'est-à-dire, ils constatent un manque et ils recherchent à combler ce manque, ce vide. Mais dans le vivre congolais, dans le vécu quotidien, dans le comportement de l'homme congolais, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui, d'après vous, doit absolument faire partie du vécu quotidien, de la culture congolaise, pour que, enfin, nous puissions espérer atteindre une émergence, ou l'émergence tant voulue, tant souhaitée par plus d'un? Eh ben, à cette question, Guillaume Manjolo va essayer de donner des éléments. Oui, des éléments susceptibles, bien sûr, de vous pousser, vous, là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous nous suivez en ce moment, de pouvoir cogiter et donner des réponses vous-même. Voilà, Guillaume Manjolo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Jérémy, merci. Voilà, la question, vous la connaissez déjà. Qu'est-ce qui manque aux Congolais? Ben oui, une très bonne question. Une question que je me pose depuis un certain temps, depuis que j'ai découvert qu'effectivement cette question a toujours été posée par les grands penseurs. Oui. Et vous savez très bien que bon, je vais toujours revenir à Nietzsche, parce qu'il nous a construit une pensée tellement riche, tellement complexe, mais tellement aussi utile à la société qu'il faut absolument chaque fois revenir à lui. Enfin, en ce qui me concerne, c'est les choix que j'ai faits dans ma quête du perfectionnement individuel et puis de l'apport que j'ai pu amener vers les groupes ou vers ma communauté congolaise. Ok. Bon, nous avions décidé la fois passée, vous et moi, qu'il fallait une petite rétrospective de ce qui s'est passé à l'émission précédente, à la conférence précédente. Nous avions parlé de l'ingérence. Très bonne chose. Oui, oui. Ça m'était échappé, heureusement que... Voilà.
Mais je sais que très souvent votre épouse vous rappelle, qui doit être en train de suivre maintenant, vous rappelle toujours qu'effectivement vous faites pas trop attention sur certaines choses et tout ça. Mais bon, voilà, par rapport à l'ingérence, nous avions dit qu'effectivement il y avait des règles qui avaient été, une doctrine qui avait été établie par Grotius dans un premier temps, 1625 me semble-t-il. Et par la suite, on a eu l'histoire des Biafra qui a permis qu'effectivement, en regard de toutes les difficultés, de la misère qui frappait, la famine et toutes les conséquences sur la situation humanitaire des populations, et les ONG sont intervenus pour pouvoir dire voilà, on peut s'ingérer. Et finalement, l'ONU a entériné ça en mettant des dispositifs, notamment les premiers protocoles, sur l'ingérence dans la mesure où elle ne vise que les aspects humanitaires. Et puis par la suite, on a vu que ça a dévié sur les aspects militaires dans la mesure où ceux qui ont des zones d'influence, donc en commençant par les 5 membres du Conseil de sécurité qui ont des zones d'influence, ont voulu les garder et tentent d'intervenir où ils interviennent, et par la suite ils reviennent, ils font une marche en arrière, et pour aller solliciter des résolutions des Nations Unies. On a vu ça en Côte d'Ivoire, on a vu ça en Libye, on a vu ça en Irak, on a vu ça en Afghanistan, on a vu ça partout. Et la Syrie est le dernier cas. Bon, partant de là, on découvre qu'effectivement, nous, notre place en tant que négro-africains est quasiment recluse. On n'a presque pas de place du tout sur la planète. Nous sommes les damnés. Du simple fait, ça j'ai fait un petit rappel encore à l'émission précédente, de la traite négrière et de la base philosophique qui a présidé à pouvoir soutenir la traite négrière. Et les chapitres 9 de la Genèse sont versets 25 et suivants, dans les enfants de Noé et tout ce que j'avais déjà expliqué. À ne pas confondre avec l'esclavage qui est dans toutes les communautés humaines de par le monde, mais là c'est l'essentialisation du noir comme étant une marchandise qui est quelque chose de tout à fait particulière, qui n'a rien à voir avec les autres considérations. Et puis, on avait expliqué aussi qu'effectivement, les codes noirs a entériné ça, ce qui fait que, à ces jours, on n'a pas expurgé les textes de notre situation. Et à propos de l'ingérence, on constate qu'après avoir sémé autant de désordre au niveau de l'Afrique, et en y vendant des armes, en faisant des essais de toute nature, et l'Europe a barricadé ses frontières, y compris en payant des milices, mais très très chèrement, de sorte à ce que les Africains ne sortent pas de chez eux, qu'ils restent chez eux, peu importe ce qu'on apporte comme misère, comme souffrance, comme soutien à certaines dictatures, comme démarche d'exploitation non-stop, ils doivent rester chez eux, ils doivent y mourir. D'ailleurs, la grande crainte ici, c'est de voir qu'effectivement, ces populations qui sont en train... Il y a une croissance démographique extraordinaire en Afrique et ça fait peur à l'Europe. Et une façon d'éliminer aussi ces populations, c'est de les empêcher de sortir de là, de s'entretuer et puis voilà, de s'éliminer les uns les autres. Et nous découvrons par exemple que l'Italie a payé plusieurs milices au niveau de la Libye, de sorte à ce que ces milices ne sortent pas... En fait, les émigrés ne sortent pas de la Libye pour aller vers l'Europe, donc on paye les milices par rapport à ça. Et par centaines de millions de dollars, et l'Europe déverse un peu plus de 200 millions de dollars au niveau de la Libye. On ne sait pas à qui on donne ça parce qu'il n'y a pas d'État, ce qui fait qu'on donne ça aux groupuscules qui sont en train de faire des battues, on appelle ça des battues quasiment, on ne peut pas dire des patrouilles, parce que bon, ce sont des sauvages, ils sont armés, ils ne sont pas... ce ne sont pas des armées régulières, et par conséquent, ce qu'ils font, ce sont des battues comme on fait la chasse, pour attraper les nègres qui circulent dans l'espace des déserts et tout ça, et l'amener vers un camp, pour justifier qu'effectivement l'argent qu'on leur donne sert à quelque chose, quoi. Bon, autant l'Union européenne que singulièrement l'Italie sont en train de faire ce genre de choses. Donc c'est pour vous dire que votre place sur la planète ne dépend que de vous. Vous devez la prendre vous-même, et personne ne vous la cédera, parce que c'est pas prévu que vous la cède, sinon on aurait déjà expurgé un certain nombre de textes par rapport à la place que nous occupons. Rien que les mots race auraient déjà été portés disparus, à la fois dans tous les manuels des écoles et des universités, et qu'on aurait eu des littératures très poussées, des anthropologues auraient fait un travail puissant, et des psychologues, des sociologues, des biologistes, pour justifier qu'effectivement ce qui a été dit jusqu'aujourd'hui était faux. Mais ça n'a jamais été le cas, ce qui fait que bon,
cette compartimentation des races reste toujours à l'honneur et confine ce que nous sommes au bas de l'échelle. Et là-dessus, j'avais expliqué aussi dans une précédente émission que, vu les stéréotypes, nos comportements propres nous destinent effectivement à ce qu'on puisse dire, voilà, ces peuples-là ne sont pas vraiment des humains comme nous, ils sont différents, ils sont inférieurs, voilà comment ils se comportent. Ils sont en mesure de s'entre-déchirer, de se tuer entre eux, de se manger quasiment. Ils sont assis sur l'essentiel des matières premières de la planète, mais ils ne sont pas en mesure de pouvoir les exploiter et les transformer eux-mêmes. Ils doivent passer par nous, et d'ailleurs, nous, on le fera par leur place, parce qu'on en a besoin pour nous. Voilà un peu pour juste rappeler les émissions passées. Et alors, ça nous conduit aujourd'hui à un concept tout à fait nouveau, sur lequel je suis en train de travailler, mais il a déjà pris corps. C'est les contournements providentiels. Dans les cas de ce qui manque aux Congolais, et là-dessus, ce qui manque aux Congolais, tiré de mon étude des crépuscules des idoles de Nietzsche, et lui parle de ce qui manque aux Allemands à une période particulière où l'esprit allemand est au sol, où la recherche n'est plus opérationnelle, où les perspectives heureuses ne sont plus au rendez-vous. Et par conséquent, il dit ce qui manque aux Allemands. Et pour ma part, suivant ce qu'il a dit et évaluant la situation de la RDC, j'ai dit ce qui manque aux Congolais. Et la solution que j'apporte, j'appelle ça le contournement providentiel. Mais ce qui manque aux Congolais en ce qui me concerne au jour d'aujourd'hui va apparaître comme un attentat. Ce que je dirais va apparaître comme un attentat. C'est-à-dire ? Je vais présenter une considération inactuelle d'une puissance absolue qui va me valoir énormément d'attaques, d'insultes et tout ce que vous voulez. Donc c'est une sorte d'attentat que je vais devoir aujourd'hui commettre. Ok, on est vraiment pressé de l'écouter. Oui, je vais résoudre cet attentat, au fait réparer la situation en question à la suite du contournement providentiel. Mais dans un premier temps, j'ai l'obligation de faire cet attentat. Ça me vaudra ce que ça me vaudra. La RDC, c'est un pays pauvre. Oui, il est pauvre. Il est tellement pauvre que, alors que nous parlons maintenant, il y a 400 000 jeunes gens ou des enfants au niveau du Kasaï qui meurent de faim. Donc c'est un pays pauvre. Il est tellement pauvre que on a des retards de paiement au niveau des fonctionnaires, des députés provinciaux, même nationaux, me semble-t-il, des enseignants, des médecins. Il est tellement pauvre qu'on n'est pas en mesure de pouvoir nous-mêmes prélever nos propres immondices et que nous vivons dans une insalubrité absolue. Il est tellement pauvre que dans L'homme et la structure, j'explique l'organisation criminelle des policiers de roulage au vu et au su de tous. Comment est-ce qu'ils se traînent derrière une proie? Comment est-ce qu'ils prennent la proie? Qu'on la traîne sur le côté, qu'on la dépouille, qu'on la dissèque et qu'on la mange. On les voit tous les jours et c'est devenu quasiment, ça fait partie du comportement naturel. Vous parlez du chauffeur en termes de proie. Je parle de possesseur d'une voiture qui malencontreusement dans la circulation pour soit une faute imaginaire, une infraction imaginaire, soit une infraction réelle, sont happés par une horde de personnages habillés en orange, supposés faire la loi ou faire respecter la loi, mais qui, et il faut voir aussi leur taille, c'est-à-dire ils passent leur temps à grossir, c'est-à-dire tellement qu'ils s'enivrent du besoin d'aller piller dans les poches des gens, font ça. Et alors ça pousse à des choses surnaturelles. Vous avez les comportements des petits chauffeurs qui vont dans tous les sens, qui peuvent vous cogner parce qu'il faut fuir ces gens-là. Vous avez des étrangers qui arrivent, qui sont bloqués au milieu de la rue, qui ne sortent pas de leur voiture, qui commencent à donner des coups de fil parce qu'il y a aussi l'histoire des influences, parce que je connais un colonel qui va devoir venir et tout ça. Quand le colonel l'appellera, la personne glisse son téléphone juste au-dessus de la vitre pour dire voilà, prenez, écoutez. Et puis quand on prend le téléphone, on commence à l'insulter, à lui dire voilà, c'est tel colonel ou général. Et puis finalement, il remet le téléphone, et bon, il libère les chemins. Donc, toutes ces choses-là, c'est une preuve des grandes pauvretés. Mais la plus grande pauvreté se trouve dans les universités.
C'est là où, effectivement, il se passe la chose la plus innommable. Les universités n'existaient plus depuis très longtemps et on le sait. Alors, mais on n'y fait rien pour pouvoir les réparer, puisque nous avons en fait l'outrecuidance de croire, de nous taper sur la poitrine en permanence en disant que nous sommes les meilleurs. Guillaume Monjolo, les universités n'existent plus. Non. Ah bon? Mais non, ça n'existait plus depuis très longtemps et tout le monde le sait. Vous avez vu dernièrement, il y a eu... Sauf moi je sais pas ça. Ah ben voilà, vous découvrez, c'est ça l'attentat. Il y a eu les hit parades des universités africaines. Oui. La première université de la RDC se trouve en 172e position, c'est celle de Lubumbashi. L'université de Lubumbashi, oui. Et encore, c'est gentil. 172e, c'est-à-dire on est dernier, quoi. Sur 100, plus ou moins 180. Donc, à la limite, on est à mettre sur le même diapason que des universités qui se trouvent dans les Somaliland. Donc, un pays qui n'existait pas. Par exemple. Ce qui fait que la grande RDC avec l'Ovanium, qui est l'équivalent de Louvain-la-Neuve, n'existait plus. On avait un semblant de centre de recherche nucléaire avec les profs Malou, ça n'existait plus. Un semblant. Bah oui, c'est un semblant, c'est juste un semblant, puisque une recherche c'est beaucoup plus approfondie, c'est beaucoup plus outillé, c'est beaucoup plus financé, et les experts du monde entier, les chercheurs viennent pour pouvoir accompagner ça. Mais c'est juste quelque chose c'était un semblant, c'est pas forcément ça. Puisque lorsque vous avez un centre de recherche, il faut les conséquences en termes d'application. Vous avez des universités. L'université, c'est si au fait. C'est un endroit où les gens vont apprendre, où on leur donne les processus d'apprentissage, c'est-à-dire les mécanismes d'accéder à l'intelligence, et qu'à eux maintenant de pouvoir rechercher comment ils atteignent cette intelligence-là. Et chacun dans son domaine essaie de déployer ses dons de sorte à ce qu'il soit aussi producteur d'intelligence. Donc chaque étudiant qui commence son année a pour prétention de créer quelque chose dans le domaine où il se trouve. Si vous avez 600 étudiants dans une salle de classe, dans un auditoire, donc vous devez espérer qu'au minimum, il y aura 500 ou 400 qui vont produire quelque chose de nouveau au terme du processus. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Quels sont les matériaux qu'on met en place? Les professeurs qui, globalement, doivent être, puisque pour enseigner, il faut avoir d'abord les doctorats, naturellement, et y ajouter l'agrégation. Oui. Bah, alors, qu'on fasse la comptabilité des agrégés. Il y a une faillite à ce niveau-là. Donc, ça fait sauter déjà l'idée de l'université lorsqu'il n'y a pas d'agrégation. Je ne vais pas avoir des prétentions demain de dire, voilà, je défends ma thèse et puis je vais enseigner. Je suis vraiment mal à l'aise parce que tous ceux qui m'ont enseigné avaient l'obligation d'avoir absolument des agrégations pour pouvoir enseigner. Quelqu'un qui n'a pas une agrégation n'a pas pour vocation d'enseigner. Ça pose un problème. Donc, nous sommes dans une éducation cheap, light, de moindre facture. Ce qui fait que l'arrogance avec laquelle les gens sortent de ces écoles-là, je vois très souvent sur les plateaux de télévision, surtout les juristes, se battre en disant « moi je suis le meilleur juriste, j'ai été formé à l'UNIKIN, machin, tout ça ». J'écoute ça avec des espoirs. Et quand vous posez la question, à part me réciter quelques notions latines que vous avez retenues par cœur, vous avez produit quoi exactement? Quelles sont les théories sur lesquelles vous estimez qu'on peut vous juger comme étant un des meilleurs juristes parce que vous avez produit vous-même une théorie particulière dans un domaine où vous avez innové? Rien. Voyez-vous? C'est juste l'arrogance de dire que je suis le meilleur perroquet. Moi, j'ai retenu tout ce que les profs ont dit, je peux les répéter à tout va. Et quand vous voyez une série de procès, la manière dont les gens se comportent, donc comment les gens se comportent, ça démontre, je parle du domaine dans lequel j'ai quelques connaissances. Je ne vais pas m'élargir sur le reste. Mais en tout cas, l'arrogance est suffisamment pointue chez les juristes. Et vous entendez, les juristes, c'est pas ça, c'est comme ça, il faut qu'ils citent la loi, qu'ils fassent ceci, les juristes, c'est pas ça. Vous savez, toutes ces répétitions des perruches et de perroquets et tout ça, qui ne veut rien dire du tout. Donc, je disais, la nécessité de pouvoir, à la fois, au terme de son enseignement, de proposer quelque chose à la société, d'innover dans un domaine sur un point précis. Mais pour le faire, vous avez besoin d'avoir des bibliothèques à jour. Non seulement toutes les archives de la République, vous devez avoir ça à disposition,
ce que les anciens ont fait chez vous, ailleurs, et ce qui sort tous les jours. Une bibliothèque est censée contenir, pour une université comme Kinshasa, au minimum 1 million de livres. Si on prend l'ensemble des facultés, au minimum. Or, si vous y allez, il n'y en a pas. Je ne pense même pas qu'on puisse atteindre ne fût-ce que 2000 livres. Et comment voulez-vous qu'on fasse la recherche s'il n'y a pas de livres? Alors, on se rabat sur un syllabus très souvent antédiluvien qui a été utilisé, réadapté, utilisé, réadapté, et c'est ce que les gens consomment et régurgitent. Il n'y a pas de connaissances. Et faute des bibliothèques, puisque ça c'est le deuxième outil, c'est-à-dire que le premier outil c'est la recherche personnelle dans un domaine précis. Maintenant, on y ajoute la bibliothèque, et finalement, il y a les centres, et j'insiste là-dessus, des recherches appliquées et fondamentales. Donc, tous ces outils qui participent au critérium de la définition de l'université n'existaient pas chez nous. Par conséquent, il n'y a pas d'université. Il y a... On vous le concède, non, Guillaume Angelot. Il n'y a pas à me les concéder. Il y a justement à définir l'université et appliquer la définition à la RDC ou aux institutions congolaises. C'est simplement ça. Moi, je suis responsable de rien. Il s'avère simplement que, pour compter dans le monde, et d'ailleurs, il y a les hit parades qui est produit par un certain nombre de pays, où depuis presque une trentaine d'années, une cinquantaine d'années, il y a 5 universités sur la planète qui sont toujours au top. C'est toujours Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, Stanford. Ce sont les 5, et en 6e position, de temps en temps, Yale, qui sont au top des tops. Ça fait 50 ans. Et c'est basé sur les centres de recherche appliquées fondamentales, et il n'y a qu'à voir les nombres de prix Nobel qui sortent de là. C'est là l'évaluation. C'est là l'évaluation. Donc, si on considère la ligne du temps ou l'arc proposé par Nietzsche de l'animal au surhumain, et que la formation qui pousse à atteindre les surhumains se trouve dans ces universités-là, où est-ce qu'on peut situer la RDC? De toute façon, en Europe aussi, pour l'instant, à part l'Allemagne, qui suit l'Angleterre en termes de formation, mais avec une politique un peu différente, la France vient beaucoup plus loin, parce qu'entre-temps, il y a le Japon qui est au top, et voilà un peu la situation. Donc, ce qui fait que nous, à notre niveau, nous sommes en dehors du cercle de la formation. Le cercle est là, les noyaux de la formation planétaire est là, les plus puissants, on les a cités, ceux qui peuvent suivre, on les connaît, et on n'est nulle part. Donc maintenant, on a des prétentions extraordinaires. Nous avons ce qu'on appelle, en fait, l'attribution de l'esprit. On s'attribue l'esprit. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un dire « je suis un homme d'État ». Vous ne pouvez pas dire « je suis un homme d'État ». Ça n'existait pas. On doit dire que vous êtes un homme d'État. C'est-à-dire que cette absence totale des réflexes liés à la connaissance pure vous met dans la disposition de l'arrogance parce que vous estimez qu'effectivement c'est la seule façon de vous en sortir ou de vous imposer. On est parti d'une base, et là c'est toujours dans les crépuscules des idoles, d'idolâtrie d'autrui, on tombe maintenant dans l'auto-idolâtrie. Et là est la fin d'un cycle de raisonnement, et là est la chute ou la descente de l'homme vers l'animal d'où il vient. Là est la confirmation de la phrase de Wagner répondant à Nietzsche, avant que Nietzsche n'écrive les cas Wagner, puisque il a été très très proche de Wagner, il a même sublimé jusqu'au jour où il découvrira que Wagner était fondamentalement
raciste. Et par conséquent, il s'est défait de Wagner. À la question posée à Wagner, est-ce que vous savez au moins que la science dispose que l'homme descend du singe, mais au fait, il n'y a pas cette liaison-là entre les singes et l'homme. Comme on dit, le chaînon manquant. Donc c'est ce chaînon manquant-là qu'on ne voit pas. Mais entre-temps, l'homme en question est noir. Et ce qui fait que toute la descendance, nous, peuple prussien blanc, nous descendons de cet homme noir. Et Wagner de répondre, oui, je le sais pertinemment. Mais le problème, c'est que, puisque nous sommes en train de descendre, alors là, il applique l'arc de Nietzsche. De l'animal, en passant par l'homme, vers le surhumain. L'homme prussien, qui est descendu du singe, éventuellement, et du noir, tend vers le surhumain. À travers la maîtrise de la connaissance, la mise en œuvre de la connaissance sur les outils, et la perfection. La perfection, l'organisation de sa société, l'hygiène en permanence, les facilitations de la connaissance, mais à votre disposition des facilitations. Là où on devait partir en bateau et qu'on faisait 1 an, on le fait aujourd'hui en 2 semaines. Là où on devait lutter pour arriver, on faisait plus ou moins 5-6 mois, on le fait en 8 heures du temps par avion. Voyez-vous, l'intelligence a été mise à cette disposition-là. Alors, il dit, cet homme qui est arrivé là, donc il tend vers les surhommes. Cet homme-là, on ne peut pas le comparer avec celui qui ne sait qui est en train de remonter vers les singes en permanence. Alors, si on regarde ce dont on est fier aujourd'hui, qui n'existait presque pas du tout, c'est non seulement on a eu des entités antiques, comme l'Égypte antique, qui a été, et je peux considérer aujourd'hui que l'Égypte antique était supérieure à ce que nous sommes aujourd'hui. Bien sûr. Parce que l'Égypte antique a dû faire des vraies routes, des vrais bâtiments. C'était le berceau de la science. Oui, mais a mis en avant la connaissance en faisant notamment que la formation dure 43 ans. Parce qu'on n'était pas sûr que l'homme était suffisamment parfait au bout de 10 ans ou 15 ans. Il fallait atteindre ces délais-là. Alors vous imaginez, au jour d'aujourd'hui, la situation actuelle de la RDC, est-ce qu'on peut comparer nos formations avec celles de l'Égypte antique? Il me semble que non. Nous sommes largement inférieurs. Non seulement l'Égypte antique a créé au départ de ses propres besoins directs, mais nous sommes même défaits de ce que nous sommes. Donc on a rejeté ce que nous sommes. Confirmation de ce que disait Wagner, on est redescendu plus bas. Non, on est remonté. On est remonté. Oui, jusqu'à atteindre le singe. On refuse d'être congolais. Parce que j'entends ici les gens me dire, il faut citer telle personne, mais c'est parcellaire. C'est rudimentaire, ça ne veut rien dire du tout. Il aura fallu que me disent que dans chaque commune à Kinshasa, dans chaque territoire, sur les 145 territoires de la RDC, il y a une bibliothèque, comment dirais-je, territoriale, provinciale, communale, qui reprend tous les auteurs congolais. En tout cas, une bibliothèque publique. Mais public, ça ne suffit pas. Il faut que ça soit avec des outils congolais. Sur l'anthropologie congolaise. Ok. Sur l'intelligence congolaise. Oui, en général, l'intelligence congolaise. Sur la philologie. Parce que les soucis majeurs aujourd'hui, ceux qui nous suivent ne savent pas. C'est qu'on ne peut accéder à la connaissance congolaise antique que si on organise la philologie. Oui. Donc, ce qu'on a comme information, sont des informations parcellaires. On nous a dit que chez les Kouba, il se passait ceci, tout ça. Mais on n'a rien de précis. C'est évasif, c'est brut. Tout ça n'existe pas. Ça ne peut exister réellement que si nous construisons notre propre philologie d'abord, cette possibilité d'aller lire notre histoire et d'y sortir les scories de notre histoire
on y a accès que par un matériau qui s'appelle la philologie. Ça vous permet de lire tout ce qui est ancien, de comprendre et maintenant de ramener ça. Voilà. Alors, si vous dites oui, c'est que vous nous dites étranger, on est fatigué, alors qu'il faut citer. Oui, mais je veux bien citer ça. Mais ce que je cite, la fois passée, je parlais de M. Mubimba parce que j'ai lu son livre sur les Bapende en général, mais je pense qu'il s'est focalisé sur les Bapende de Idiofa. Mais il a eu la probité intellectuelle de dire ce que je ramène m'a été raconté par quelqu'un. Et cette personne avait 45 ans, me semble-t-il, et tout ça. Je dis, bon, c'est très bien déjà de pouvoir raconter, parce qu'on doit lire ça, j'ai lu ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à prendre des informations. Mais celui qui raconte ne raconte qu'à sa façon par rapport à ce qu'on lui a dit aussi. Bien sûr. Bon, est-ce que ce qu'il raconte est la science? Il me semble que non. On ne peut, au jour d'aujourd'hui, en ce qui nous concerne, n'ayant pas eu l'écriture, qui s'est référée notamment aux masques, aux outils, les évaluer et, avec la philologie, les lire. Et maintenant dire, voilà, si vous avez ce type de masque, c'est qu'à cette période-là, il y avait la famine, c'est pour ça qu'il y a eu ces CD-là. À cette période-là, il s'est passé ces CD-là, tel roi, tel chef a fait ça. Donc il y a eu des exécutions sur... Donc tout ça, c'est une masse d'informations. Ce que nous savons aujourd'hui de l'Égypte antique, c'est ce qu'on nous rapporte par les philologues qui font l'égyptologie. C'est que on nous rapporte sur la Grèce antique, c'est la même chose. Ce sont des bribes. En faisant un peu la lecture sur ce qu'a laissé à la fois Héraclite, Parménide, sur cette période-là, parce que ce sont les post-socratiques qui ont, eux, vraiment laissé des textes qu'on a pu y retrouver. Mais avant ça, c'est compliqué. Bon, les post-socratiques, notamment ici avec Platon qui a été très très prolixe, avec Aristote et tout ça. Donc ça, on a des textes. Mais avant ça, toute cette période des gens qui sont un peu avant Socrate ou quasiment ses contemporains, qui avaient écrit, parce que lui n'écrivait pas, qui avaient écrit, il n'y a presque rien. Donc on tombe sur des éléments qu'on doit interpréter. Alors il y a beaucoup aussi de faussetés dans ce qu'on nous ramène. Mais il y a quand même quelques petites précisions sur lesquelles on s'adosse et puis bon, on continue à travailler. Et puis avec les découvertes, on dit ah non, c'était vrai, c'était faux, c'était vrai, c'était faux. Mais chez nous, il n'y a rien. Donc ceux qui me reprochent sans cesse, parler de ceci, mais je veux parler de ça, mais je n'ai pas la garantie que c'est scientifique. Donnez-moi la garantie qu'effectivement cette recherche dans tel domaine, je parle au niveau de la RDC. Je ne parle pas au niveau d'une Sénégal, de cette partie-là et tout ça, où les gens comme chez Anta Diop ont fait des travaux extraordinaires. Je parle de chez nous. De temps en temps, revenons seulement d'abord en RDC. Parce que l'attentat que je suis en train de commettre ici est contre la RDC. Et ça m'impose d'ailleurs de pouvoir revenir sur les mots attentats et pouvoir donner la considération inactuelle. Voilà. Puisque j'ai eu quelques questions par rapport à l'incursion inactuelle et à la considération inactuelle. Je m'explique. Une considération inactuelle, doit porter sur un pan entier d'une culture à un moment donné. On estime que cette culture-là, qui est déjà assise, est mauvaise, est très mauvaise. Mais on est tellement dans les conforts de ce qu'on fait au quotidien qu'on continue à le faire naturellement. Alors quelqu'un vous dit non, on doit effacer tout ça, faire autre chose autrement. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de dire voilà, on efface, enfin, on doit améliorer, on doit faire la philologie, faire notre propre science, aller vers les sources qui sont les nôtres, et tout ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui est faux, n'est pas bon. D'accord? Ça, c'est la considération actuelle. Donc d'ici 15, 20, 30 ans, en remontant les temps, comme les Chinois l'ont fait par rapport à leur propre situation, comme les Japonais l'ont fait, comme les Indiens le font, ils sont meilleurs que nous, au départ de leurs propres origines. D'accord? Les Européens ne sont que des copistes. Il ne faut que copier les autres parce qu'eux n'ont pas une culture propre. Ce sont des populations neuves, jeunes, dans un environnement tout nouveau. Nous sommes les plus vieux continents habités. Les autres continents ont été découverts il n'y a pas très longtemps. À l'échelle du temps, c'est rien du tout. Qu'on parle de 4, 5, 6 000 ans, c'est rien du tout. Parce qu'il y a 5 000 ans plus ou moins, l'espace qui était prolifique, qui était opérationnel, c'est l'Afrique. Avec l'Égypte, avec tous les restes qui sont autour, la Nubie et tous les restes. Donc les Européens sont venus beaucoup plus tard. Mais beaucoup plus tard. Donc à l'échelle du temps, ça ne veut rien dire du tout. Ce qui fait que nous qui sommes les précurseurs de la science, notamment avec les mathématiques, les bâtons d'Ishango en fait preuve, il est quand même temps qu'on puisse se poser la question,
d'où nous venons, comment avions-nous été à l'époque? Est-ce que si on avait poursuivi notre parcours sans l'influence extérieure, on ne pouvait pas être comme l'Égypte antique? Et les Égyptiens en question, ne sont-ils pas congolais? Parce qu'on part du principe que les Nils partent de chez nous et que les bateaux Nishango partent de chez nous. Les populations qui sont parties pour s'installer là-bas devaient avoir la maîtrise de ces bateaux Nishango, Nishango, des petites mathématiques. Et surtout que c'était des Noirs. Ben oui, mais ce sont des Noirs, donc ça c'est avéré, ce sont des Noirs. N'étaient-ils pas congolais? S'ils étaient congolais, qu'ils ont été en mesure de pouvoir faire ça là-bas, ben on aurait pu le faire aussi chez nous. Donc voilà, toutes ces questions-là, on doit se les poser. Alors, donc, partons de là. Je reviens à ce qui manque aux Congolais. Dans le crépuscule des idoles, où je parlais, en fait, l'idolâtrie qui est devenue aujourd'hui l'auto-idolâtrie en RDC. Vous avez expliqué c'était quoi les considérations inactuelles, mais vous n'avez pas expliqué l'incursion. L'incursion inactuelle. Si, voilà, donc vous avez raison, il faut que je revienne sur l'incursion actuelle, c'est bien de me rattraper, c'est pour ça les duos doivent être opérationnels en permanence. Bien. Donc, je disais que la considération inactuelle, parce que j'ai vu un ami qui m'a envoyé un message, bon, j'ai même pas répondu. Et il me cite le dictionnaire inactuel, ça veut dire ce qui est déçu et tout ça. Il n'a pas compris, au fait. Les concepts sont complètement différents de la définition. Voilà. L'inactualité, pour ceux qui nous suivent, c'est le fait que les choses qui doivent se faire dans un sens ici, au jour d'aujourd'hui, les gens ne sont pas outillés pour les accepter. Voilà. Ils ne sont pas prêts à le recevoir en tant que tel. Oui. Ça serait un choc. C'est ça qui est inactuel. C'est comme ce que faisait Jésus-Christ à l'époque. Ce n'était pas actuel. C'était inactuel. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je suis le fils de Dieu. C'est inactuel. Là, vous avez tapé sur une considération inactuelle. Voilà. Il a dit je suis fils de Dieu. Bah, tout le monde dit écoutez, c'est un comique, c'est pas possible, ça peut pas exister. Voilà. Nous, on attend autre chose et voilà un comique qui nous ramène ici. Donc tous les considérations. Tous les Congolais aujourd'hui. Tous aujourd'hui. D'ailleurs là-dessus, par rapport à Jésus, il faut me reposer la question et la figure de Dieu, je dois y répondre. Tous les Congolais aujourd'hui, du temps de Jésus, il l'aurait rejeté. Vraiment? Il l'aurait rejeté parce qu'il était inactuel. Voilà. Parce qu'ils étaient collés à l'Ancien Testament et par conséquent, on ne pouvait pas admettre cet énergumène qui sortait de nulle part, qui leur parlait de moi je suis fils de Dieu et tout ça. Bon, tu peux écoute, attends, tu es le fils de Jésus, de Joseph. Et puis, on t'a vu en train de trimballer des planches ici et là et tout ça pour travailler avec ton père. Arrête-nous ce cirque-là, tout ça. Donc, mais c'était inactuel. Alors, l'incursion inactuelle, voilà, c'est simplement un point dans un dispositif, un point qui n'est pas correct, mais qu'on ne peut pas apercevoir. Je prends un exemple beaucoup plus pratique, parce que je vais là dans le sens de la biologie. Dans un dispositif du chromosome, vous pouvez avoir un élément, un gène, qui est défectueux, mais qui est récessif, qui ne se voit pas. Mais ces gènes-là peuvent permettre à ce que, lorsque la personne grandit, à un moment donné, ça provoque le cancer. Quand on les détecte, on fait l'incursion pour les prélever, l'enlever, remplacé par un faux gène qui soit opérationnel, mais qui ne puisse pas causer le cancer. Okay. Donc vous faites juste une incursion. Donc dans un schéma culturel, c'est la capacité pour juste aller taper sur un élément, de les sortir, sans pour autant modifier la structure elle-même, et ça permet à ce que dans le futur, ça soit toujours conforme. Donc vous allez voir que votre dispositif culturel n'a pas été modifié, mais voilà, on a juste retiré l'élément qui causait problème. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, une incursion inactuelle dans la musique congolaise. On a une très belle musique avec une variété liée aux plus de 420 peuples situés dans l'espace là qui veut être central, appelé aujourd'hui RDC. Mais simplement, on y a mis beaucoup d'hymnes à la fornication. N'est-ce pas? On peut supposer un peu de romantisme. Je comprends ça, je suis ouvert à ça. Il y a eu des textes 1001 nuits dans tout ça. Non, la pornographie ne doit pas être un outil d'expression permanente. Alors, si je dois faire une incursion en ce moment, là je dois faire une incursion, je dis bon, on extrait la pornographie.
de la musique, on la laisse continuer avec toutes ces saveurs des romantismes, toutes ces dimensions du culte de la beauté. On conserve, mais on y extrait juste la pornographie. C'est une incursion. Alors ça s'appelle un raid. On ne change rien à la musique, seulement on enlève ce qui a trait à la pornographie, au sexe, à l'extrapolation du sexe. Voilà. Donc, mais écoutez, il faut appeler les choses par leur nom. C'est la pornographie. Parce qu'on n'est pas dans un romantisme ou dans une... On ne pousse pas l'esprit à pouvoir réfléchir, à pouvoir organiser. Ce qu'on fait, c'est... On vous dit ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. En parole et en mouvement. Et ça dénature tout. Oui. Ce qui fait que cette part des sensualités qui doit être cachée, du romantisme n'existait plus. Ça devient brut, ça perd toute sa saveur. Il n'y a plus de recherche dans l'amour. L'amour même n'existait plus. C'est l'acte du coït qui devient tout à fait vulgaire. Ouais. Vulgaire, c'est banalisé. Alors là, il ne faut pas faire une considération inactuelle, il faut faire une incursion inactuelle. La musique congolaise est belle, elle est variée, et il y a beaucoup de variétés, beaucoup de nuances, mais on doit y extraire cet élément-là ou l'atténuer avec autre chose, mais simplement extraire cet élément-là. Alors là, on appelle ça une incursion inactuelle, comme les termes de considération inactuelle selon Nietzsche est un attentat direct parce qu'il y a une parcelle importante, un pan entier d'une culture qui doit être démolie, voilà, pour remplacer par quelque chose d'autre qui permet de donner la santé à la communauté. Ici, il y a juste à pouvoir retirer un élément qui perturbe la ligne ou cet nivellement plutôt assez intéressant qui conduit vers les caractères poétiques de ce que nous sommes. Notre poésie est tuée. Quand vous écoutez les chansons de Lutumba, Maya et tout ça, mais cette poésie, quand vous écoutez les Kassala chez les Kassaïens, vous écoutez les Limba, des fois, ils vous parlent des choses assez atroces, mais la manière dont c'est présenté, c'est habillé. Au niveau des Luba, j'entends bien, c'est habillé. Donc, on ne s'aperçoit pas qu'effectivement, il y a les cultes au sexe qui est là-dedans, mais c'est tellement romancé quelque part et que ça donne envie d'écouter. Et vous pouvez écouter ça avec les enfants. Mais lorsque vous regardez certaines choses à la télévision et vous entendez les sons, et surtout dans les commentaires qui font les atalaks et tout ça, ça devient une concurrence liée à qui peut dire mieux dans ce domaine-là. Alors là, on fait juste une incursion. Voilà, vous avez la définition à la fois de la considération inactuelle et de l'incursion inactuelle. D'accord. Nous allons revenir cependant au vif de notre sujet par rapport à cet attentat, bien sûr. Oui. Donc l'attentat a été commis déjà puisqu'on a dit que 1. Les Congolais pauvres. 2. Les Congos n'ont pas d'institution d'enseignement. Ça n'existait pas. Ok. Parce que la pauvreté, comme on l'a défini, est obligatoirement appliquée à la RDC. De sorte que, si vous me dites les potentiels, ça ne veut rien dire les potentiels. Les potentiels, on nous amène, au fait, dans un culte d'autosatisfaction de ce que nous devons posséder, et on y croit fermement, et pendant ce temps-là, on meurt. On reste tel qu'on est. Bah oui. Un Congolais meurt globalement à 45 ans. Globalement à 45 ans. Les potentiels l'aident-ils? Non. 400 000 enfants sont en train de mourir de faim dans les Kasaï, plein de diamants, d'or et tout ça chez moi à Luisa. D'ailleurs, il y a la même situation, il y a du diamant, il y a de l'or, il y a du cuivre, il y a du fer, il y a du zinc, il y a tout ça. Est-ce que ça leur donne à manger? Non. Non. Voyez-vous, c'est-à-dire on doit sortir de cette suffisance. Oui, nous sommes potentiellement riches. Ça ne veut rien dire. On nous vend du vent. On prend le Japon qui n'a quasiment aucun minerai. Rien de rien. Quand vous arrivez au Japon, il faut voir le nombre de bateaux qui viennent du monde entier, qui amènent les matières premières. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont eu ces gens-là, qui sont frappés par les ouragans, par les tsunamis, par les volcans, par tout ça, et qui ont même eu 2 bombes nucléaires sur la tête. Le seul peuple de la planète à avoir eu 2 bombes nucléaires sur la tête. Ils n'ont
Ils sont extrêmement riches parce que la richesse, c'est ce qui est dit pour tous ceux qui sont dans la croyance pure dans la Bible. Et Dieu fit l'homme à son image. C'est ça la richesse. La création. Dieu est créateur. Il dit voilà, je t'ai fait de toi aussi créateur. Ton cerveau doit te permettre de créer autour de toi. D'ailleurs, comme je te chasse au jour d'aujourd'hui Du jardin, va te débrouiller maintenant. Je t'ai donné un cerveau. Alors, sers-toi de ce cerveau-là. C'est ça. Et alors, puisque bon, l'Africain ou le Noir en général, comme il a été utilisé, soumis par l'homme blanc depuis très longtemps, il considère même que Dieu est blanc. N'est-ce pas? Dans votre tête, Jérémie, vous pensez que Dieu est blanc. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous savez très bien. moi j'ai cessé de penser comme ça. Oui, mais Jérémie, il me semble que sur cette chaîne des radios, nous avions décidé, vous et moi, que la vérité absolue était la seule référence. Tout ce qui Bien était en sûr. deçà était tromperie Oui. envers soi et soi. Oui. Or, si vous me dites que vous avez cessé, c'est que vous mentez. Vous savez très bien que c'est pas vrai. Au fond de vous, vous n'êtes pas encore des faits, de l'image. Je parle pas d'autre chose, de l'image. Tous ceux qui sont dans les églises matin, midi, soir considèrent que Dieu est blanc. C'est pas leur faute, c'est-à-dire on leur a placardé ça, on leur a mis ça dans la tête. Et regardez sur les réseaux sociaux toutes les images qu'on nous envoie de Jésus. Il est toujours blanc. Oui. Mais il n'est pas comme ça. Jésus n'a jamais été ni blanc comme ça, ni blond comme ça. C'est faux. Il y a eu quelques études des anthropologues et d'évaluation, notamment de la philologie, d'évaluation des personnes qui vivaient à cette époque-là de Jésus et de leur morphologie. Jésus devait avoir les profils presque pareils que Yasser Arafat. Yasser Arafat. Exactement. Ne dites pas ça. Et oui, malheureusement, Yasser Arafat, c'est un sémite, n'est-ce pas? Quand vous voyez les autres sémites, ils ont presque effacé cela, sauf ceux qui sont partis se mélanger avec les caucasiens en Europe pendant très longtemps, et ils sont revenus avec plusieurs mélanges. Mais ceux qui sont d'origine de la Palestine, les sémites de la Palestine, la branche d'Isaac et la branche d'Ismaël, ont la même morphologie. Cette descendance d'Abraham a la même morphologie. Donc, considérer que cette descendance-là, qui ne s'était pas encore mélangée à l'époque, avait une morphologie différente, c'est faux. Scientifiquement, on a montré quelques images. C'est pour ça que je me réfère à la science. Qu'on mette la foi de côté. D'ailleurs, la foi ne doit pas voir d'icône. Vous devez penser à Jésus sans pourtant lui donner une figure. Oui. N'est-ce pas? Bon, alors... C'est pour cela que la Bible elle-même dit qu'il ne faut faire aucune représentation de l'image de Dieu. Pourtant, sur vos messageries, vous passez, Jésus fait ceci, arrive dans une église, tout blond, il est blond partout, tous les cinémas et tout ça. Oui. Dieu, on le voit toujours couché comme ça avec une grosse barbe blanche, Bien lui-même sûr. est blanc, Oui. n'est-ce pas? Oui. Vous imaginez Dieu comme ça en noir? Non. Jamais. C'est le diable qui est en noir. Exactement. Donc, les noirs ne s'imaginent pas Dieu en noir. Ils s'imaginent Dieu en blanc. Donc, vous voyez comment est-ce que vous êtes formaté. Oui. Y compris dans vos cerveaux, on a mis ça. Alors, au jour d'aujourd'hui, en commettant cet attentat que je suis en train de commettre, puisqu'il s'agit d'un attentat, une constitution actuelle, qui dit, puisque vous n'avez pas de connaissances, voilà dans quoi vous êtes aujourd'hui. Puisque vous êtes privé vous-même, vous faites une sorte d'autodafé. Vous vous brûlez vous-même, d'autoflagellation permanente. Vous refusez. Et alors, on va vous sortir, oui. Vous allez voir des interventions qui seront toujours de nature à pouvoir vous expliquer des choses. J'ai dit non, c'est pas ça. Il ne faut pas expliquer les choses. Nous devons appliquer les choses. Nous devons sortir de ça, créer notre propre nous. Les deviens-ce que tu es des Nietzsche là, que je répète sans cesse, m'appellent à pouvoir dire est-ce que je suis Congolais à part entière? Être Congolais, c'est quoi? La Congolité, c'est quoi, au fait? C'est connaître à la fois ses sources et les appliquer. Est-ce qu'on connaît nos sources? Ben, on ne les connaît pas. Quelle est la science qu'on a mise en place pour connaître nos sources? Il n'y en a aucune. Donc si je dois anticiper ce que vous devez dire en conclusion, c'est que ce qui manque aux Congolais, c'est la connaissance de soi. C'est vraiment la connaissance de soi. Mais aïe 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 aïe.
les Congolais ne se connaissent pas. Vous ne verrez aucun intervenant aujourd'hui vous dire, eu égard au texte qui remonte à telle date, qui a décrypté notre situation propre il y a 4000 ans, ou 5000 ans, ou 10 000 ans, voilà ce que nous avons été, ce que nous devons être. Non. Quand on remonte les temps, ce qui a été structuré, c'est à quoi on a accès globalement, ce sont les entités politiques précoloniales. Ça, il n'y a pas longtemps, il y a 400 ans, il n'y a pas longtemps. Les royaumes, les empires, ce qu'on a en tête de pouvoir identifier, c'est 400 ans. Et quand on remonte les temps vers le 5e siècle, par exemple, de notre ère, on découvre simplement, je disais la fois passée, avec les Sikungu, les Congos, les travaux sur les métals, tel que dit par les pauvres Kaumba dans un des textes que j'avais cité ici. Ça se limite là, mais c'est parcellaire aussi. C'est périphérique, c'est pas central. Donc finalement, qui sommes-nous? Votre chaîne de télévision, simplement congolais. Ça veut dire quoi simplement congolais? C'est une question que je dois poser à Jean-Marie Kassamba. Ça veut dire quoi simplement congolais? Est-ce que le simplement congolais, c'est celui qui aujourd'hui parade en costume et tout ça, ou c'est lui qui juste a envie de pouvoir dire que je suis fier, je suis congolais? Mais oui, ça veut dire quoi être congolais? Parce qu'il faut définir d'abord ce que tu es avant de donner cette fierté extraordinaire. Il ne suffit pas de dire je suis congolais, je suis fier d'être congolais. Oui, mais la fierté tirait de quoi? Moi, je dirais aujourd'hui, par exemple, un point d'ancrage pour la fierté, c'est le bâton d'Ishango. Je suis congolais parce que je suis fier d'être congolais, parce que je suis, jusqu'à preuve du contraire, le point de départ des mathématiques de la planète. Bâton d'Ishango, 25 000 ans. Entre 20 et 25 000 ans. Daté. À part les bâtons d'Ishango, il n'y a aucun autre signe mathématique qui précède les bâtons d'Ishango. Et par conséquent, je suis congolais. Voyez-vous, je donne une précision, je donne un élément d'histoire et de science qui est là. Ajoutez-y d'autres histoires. Et ça demande à ce que l'État congolais puisse mettre en œuvre les outils des recherches pour mettre ça en place. Pour que cette identité-là, dont on doit être fier, soit calibrée, soit significative, soit prometteuse. Je vous repose la question, Guillaume Angelot. Qu'est-ce qui manque aux Congolais? C'est de savoir qui ils sont. C'est comme le disait Socrate. Qui êtes-vous? Connais-toi toi-même. On ne se connaît pas parce qu'on ne sait pas donner les outils de se connaître. Et alors, en ce moment-là, nous sommes en train de naviguer dans tous les sens. Chacun s'arrogeant de l'esprit tant qu'il n'a pas. Nietzsche dit ceci. Vous avez 2 minutes. Nietzsche dit ceci dans Les crépuscules des idoles, ce qui manque aux Allemands. Moi, j'ai repris ça, je vais remettre ça dans un autre texte, dans un cadre tout à fait différent. Et je reprends ça directement avec les Congolais. Chez les Congolais, il ne suffit plus maintenant d'avoir de l'esprit. Il faut encore se l'attribuer, s'arroger de l'esprit. Donc tout à l'heure, je vous parlais de « je suis homme d'État ». Il faut se l'arroger. Les Congos aujourd'hui représentent une grande somme de qualités héritées et acquises, de sorte qu'elles pourraient, ces qualités-là dont je viens de parler, notamment celle du bâton d'Ishango, donc c'est le seul repère malheureusement que j'ai, moi, qui remonte les temps, parce que je n'ai pas d'autres repères, dont j'avais ajouté les batteurs de cuivre, ce que j'ai vu à Tervuren, mais bon, ça aussi, il faut maintenant expliquer, ces cuivres-là étaient battus comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Le Congo. Oui, les Congos là, donc oui, les Congos, c'est vrai, ce sont les batteurs de cuivre, les batteurs de métal. Très bien, ils travaillent sur le métal depuis très longtemps. Nous sommes dans la métallurgie depuis très longtemps. On aurait pu déjà, ne fût-ce que, établir une structuration métallurgique, on ne l'a pas fait. Nos ancêtres ont commencé de manière rudimentaire, sans la grande science, à faire ça. Nous, aujourd'hui, outillés, soi-disant, entre parenthèses, même si on n'a pas des universités, avec les peu de sciences qu'on a, on aurait pu avancer. On ne l'a pas fait. On aurait pu être, en fait, les centres du monde en termes de métallurgie, parce que nous sommes les points de départ. Oui. Voyez-vous, on ne l'a pas été. Ce qui fait que nous ne sommes pas encore suffisamment congolais pour respecter ce que nous sommes. Puisqu'être congolais aurait suffi de dire, voilà, on a 2 éléments majeurs, nous devons être les premiers en mathématiques en permanence partout, nous ne le sommes pas. Nous devons avoir la sidérurgie la plus poussée de la planète, parce qu'on avait déjà commencé, ou parmi les tout premiers, on ne l'a pas fait. Et par conséquent, on est largement en retard. Il nous manque beaucoup de puzzles
ou des pièces pour participer à la congolité au sens réel du terme. Oui, acquise, de sorte qu'elle pourrait, pendant un certain temps, dispenser, et même avec prodigalité, les trésors des forces qu'elle a amassées, les forces qu'on a amassées dans le passé. Son avènement n'a pas été l'avènement d'une haute culture, et encore moins d'un goût délicat, d'une noble beauté des instincts, mais celui des vertus plus viriles qu'elle n'en pourrait offrir aucun autre pays. Ça, c'est les grands Congos, qui auraient pu être, et c'est pas le cas. Alors, ce qui nous tue aujourd'hui, et là, c'est l'illotisme en fait qui est lié aux universités. L'illotisme, c'est le fait de pouvoir refuser d'apprendre ou de se fermer en croyant que ce qu'on sait est suffisant. Oui. Donc, c'est ça ce qui est attribué aux Philistins, n'est-ce pas? Alors, Nietzsche nous reprend, et moi je reprends à mon compte par rapport à ça, et ça c'est important quand même qu'on puisse faire ces petits passages avant qu'on atteigne les points d'ancrage ou des clôtures de notre discussion d'aujourd'hui. J'ai de l'esprit congolais, donc moi je dis j'ai de l'esprit congolais, qui devenait plus grossier, plus plat, et c'est tout. Au fond, c'est autre chose qui m'effraie, c'est de voir à quel point décline le sérieux congolais, la profondeur congolaise, la passion congolaise des choses de l'esprit. La sensibilité passionnée s'est transformée, et pas seulement l'intellectualité. J'ai ça, et alors c'est vrai, j'ai ça et là des contacts avec des universitaires congolais, notamment les professeurs Kaumba, notamment les professeurs Makengo qui se trouvent être en Europe aujourd'hui, avec qui j'interagis en permanence et tout ça, on discute énormément. J'ai eu à le faire avec le professeur Mampouya pendant notre séjour à Kananga assez largement. Cette vie intellectuelle, malheureusement, devient tiède. Et on le sent qu'elle est tiède. Elle est peu exigeante. En parlant avec le professeur Mampouya, il pourra être en face de moi, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe dans les universités? Il dit, non, moi aussi, je trouve que c'est désobligeant. C'est n'importe quoi. Prof Mampouya. Et en parlant avec lui, on était avec le professeur Bochab, qui disait la même chose. Mais ils sont tous enseignants dans cette institution. N'est-ce pas? Mais il disait qu'effectivement, il y a un problème. Il y a un problème parce que le prof Bochab me dit, moi, je ne fais pas des syllabus. Je prépare mes cours, je les présente. Très bien. Maintenant, quand il les présente, quelles sont les références? Et s'il donne les références, où sont les bouquins? Partant du principe, les Congolais est pauvre, le principe, point de départ qui est le nôtre. Donc, l'étudiant qui a envie d'apprendre doit se référer au texte différent pour lui-même créer, mais ces textes n'existaient pas. Enfin, ils ne sont pas à sa disposition. Il fait comment? Donc, cette tiédeur s'applique à tous ces enseignants. Ce serait faire un grave contresens de m'objecter ici la science congolaise. En nous, ce serait de montrer que l'on n'a pas lu une ligne de ce que j'écris. Effectivement, j'ai écrit ça dans ma nation, j'ai écrit ça dans L'Homme et la structure, j'ai mis en place une base de discussion dans les vents du désespoir, en espérant qu'on lira. Mais puisqu'on ne lit pas, on ne peut pas savoir que ma critique, mes attentats, mes raids, attentats, dixit considération, raids, dixit incursion, inactuels, toutes ne sont pas écoutées. Mais j'attends d'être frappé. Depuis maintenant 17 ans, moi je dirais, ça va faire 11 ans aujourd'hui, je ne me lasse pas de mettre en lumière l'influence déspiritualisante de notre activité scientifique actuelle. Il n'y a plus d'esprit dedans. Il y a juste la quête de donner diplôme aux gens. Et quel diplôme on donne aux gens? Il n'y a qu'à entendre ceux qui sortent de là avec ces diplômes en question, ce qu'ils produisent. Si vous dites la quête de donner des diplômes aux gens, oui. Moi je dirais la quête de satisfaire le besoin des gens. Exactement, c'est cette satisfaction-là. C'est ça, c'est-à-dire les idolâtres eux-mêmes font l'auto-idolâtrie et transmet l'auto-idolâtrie. Je vous disais tout à l'heure aux autres, des juristes qui se tapent la poitrine. Moi, je suis le meilleur juriste, tout ça, je ne suis pas n'importe qui. Mais messieurs, vous avez produit quoi exactement en droit? Je vais vous donner un exemple, et là, je pense que je vais clôturer pour la production en droit. Je me sens très mal à l'aise par rapport à un monsieur qui s'appelle Ibrahim Fadlallah. Il est français d'origine maghrébine. Il a produit une thèse extraordinaire qui s'appelle
l'empêchement trilatéral. Donc, il a incorporé les mathématiques dans une dimension juridique. En fait, les statuts personnels d'un individu, c'est-à-dire que le fait que vous soyez congolais, vous donne droit sur la planète de vous marier selon les méthodes ou les principes de mariage au niveau de la RDC. Et que vous vous transportiez partout dans le monde avec cette disposition-là. Ce qui fait que lorsque un juge ou un officier de l'état civil d'un pays quelconque dans le monde veut vérifier si vous êtes marié, il va regarder la loi applicable au mariage en RDC. Comment est-ce qu'on s'est marié chez vous? Il ne va pas regarder sa loi à lui. Donc vous êtes vous, votre femme est congolaise, vous êtes congolais, vous vous trouvez en Belgique pour donner l'exéquature, c'est-à-dire la production des effets de votre mariage dans l'espace où vous allez vivre. On doit vérifier si effectivement vous avez bien appliqué la loi de votre pays. Donc votre statut personnel vous amène partout, vous accompagne partout. D'accord? Et alors, il se passe un problème extraordinaire au niveau de la France, où la France reconnaît les mariages religieux, donc islamiques, au niveau du Maroc. Et en même temps, donc il y a une convention en 80 qui prévoit ça. Il y a un Marocain installé en France qui épouse une Française de souche. Donc on a deux statuts personnels qui sont face à face. N'est-ce pas? Il y a les statuts personnels de la femme française, il y a les statuts personnels de l'homme marocain musulman. N'est-ce pas? Bon. Il y a ce qu'on appelle l'ordre public international. L'ordre public international français, chaque État a son ordre public international. Comment est-ce qu'il agit par rapport aux règles internationales et comment il peut... L'ordre public international français n'accepte pas que on fasse un mariage polygamique. Il refuse un mariage polygamique. Mais en même temps, il reconnaît les statuts personnels de ceux qui sont mariés de manière polygamique, entre eux. C'est-à-dire qu'il accepte ça, mais pas en tant que marié, mais en tant que les effets du mariage. Donc il a tenu ça en disant, voilà, je ne peux pas accepter la polygamie chez moi, je ne peux accepter que les effets du mariage. C'est-à-dire les enfants qui sont nés de cette histoire-là doivent bénéficier de cela et tout, les dispositions, tout ça, qui doivent bénéficier aux enfants, très bien. Mais reconnaître que vous êtes le mari de 1, 2, 3, 4 femmes, non. Ça, c'est la France. Et alors, il se trouve maintenant que le Marocain et la Française sont mariés. Le Marocain part chez lui au Maroc. En vacances, il épouse une Marocaine. Selon la loi islamique. Tout est valable. autorisé. Autorisé. Voilà. C'est autorisé autant par la France que par le Maroc. Et la convention des 80 entre la France et le Maroc prévoit cette disposition-là. Voilà. Maintenant, il revient en France. Il se transporte en France avec la nouvelle femme. Maintenant, on dit, mais comment on fait? La nouvelle femme dit, moi, je suis marié selon un régime. La première femme selon un autre régime. Donc, le régime français. L'autre selon le régime musulman. Alors, les deux sont collés à un homme. Et les tribunaux avaient difficile à pouvoir faire accepter le mariage ou dissoudre le mariage. Et alors survient Ibrahim Fadlallah. Il propose une théorie extraordinaire. On y a passé des heures et des heures de beauté des discussions par rapport. Une thèse monumentale. L'empêchement trilatéral. Ça fera l'objet de notre discussion prochainement. Voilà. Vous me laissez déjà dans la soif parce que c'est tellement beau de savoir, de connaître la suite de l'événement. Mais bon. Voilà, nous allons ouvrir le standard pour prendre quelques auditeurs qui vont nous appeler. Là, je prends déjà Monsieur Patrick Akitambo qui dit « Le Congolais, comme tout autre peuple, aspire au bonheur. Ce qui nous manque, c'est ce que les autres font pour améliorer leur vécu quotidien, le sérieux, le travail, la culture de l'excellence, le sens d'équité, le courage pour combattre et dénoncer le mal. » C'est Monsieur Patrick depuis la commune de Kitambo. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger. Le 85 48 18 346. C'est le numéro du standard. Nous attendons vos différentes réactions par appel ou SMS comme vient de le faire Monsieur Patrick depuis la commune de Kitambo. Lui pour lui dit que voilà,
C'est le sérieux qui manque aux Congolais, c'est la culture de l'excellence, c'est le travail. Il en a cité beaucoup de choses. Ce qui manque aux Congolais, c'est la vie intellectuelle exigeante. La vie intellectuelle exigeante. Waouh. C'est ce qui manque aux Congolais. Ce qu'il vient de dire là. C'est plus la connaissance. C'est ça en fait. C'est ça. C'est une déclinaison de la connaissance. La connaissance, c'est juste une parcelle. Il y a un comportement, c'est-à-dire dans la connaissance. Je vais vous expliquer ici, c'est pour ça que j'insiste pour qu'on retienne ce que j'ai dit. L'équation socratique, raison, vertu, bonheur. La raison, c'est la connaissance précise, qui n'appelle pas discussion. La vertu, ce sont les porteurs de cette connaissance-là. Comment est-ce qu'ils la dispensent ou comment ils l'utilisent, à la fois dans leur comportement de gestion de la connaissance ou dans leur comportement de gestion de la cité. Ou disons l'application des connaissances. Des connaissances, à la fois pour la gestion de la cité et pour la promotion de la connaissance. Il faut être vertueux en tant qu'enseignant pour donner la bonne connaissance, aller beaucoup plus loin. Il faut être vertueux en tant que responsable politique pour mettre en œuvre utilement les règles justes et raisonnables. Et c'est à ces conditions-là qu'on produit le bonheur des populations. C'est à ces conditions-là. Avoir les connaissances. Les raisons. Voilà. Avoir la vertu. Et ça produit le bonheur. Produire. Voilà. D'où l'exigence, l'absence d'exigence intellectuelle. C'est qui produit. Y a-t-il des penseurs en RDC? C'est une question. Est-ce qu'il y a des penseurs en RDC? Ben oui. Qui sont-ils? Ben vous en citez quelques-uns que vous rencontrez de manière isolée. Et voilà. Voyez-vous la difficulté? Vous êtes un universitaire, vous avez fait votre parcours. École, vous avez fait la crèche sûrement, école maternelle, école primaire, école secondaire, université. Donc vous avez passé plus ou moins 20 ans ou 18 ans de votre temps sur le banc de l'école. Et vous n'êtes pas en mesure de me citer un seul penseur congolais. Vous n'êtes pas seul. C'est toute la République qui est comme ça. Ne me citez pas votre professeur, c'est pas un penseur. Citez-moi quelqu'un qui est la référence dont l'État congolais promeut, mais en perspective, honore, dit voilà, c'est notre pensée. Voilà la pensée congolaise, elle est là. Là, je vous parle de la pensée allemande. Vous voyez comment elle est structurée? Comment elle est puissante? 18e siècle, 19e siècle, à aujourd'hui, elle est opérationnelle. La pensée hellénique, 5 siècles avant Jésus, jusqu'à aujourd'hui, elle est opérationnelle. La pensée égyptienne qui a été récupérée par la pensée hellénique, puisque la pensée hellénique, elle est égyptienne. Pythagore et tous les autres sont partis s'instruire en Égypte. Donc globalement, on peut dire, in fine, que la pensée hellénique est la pensée égyptienne. Et par conséquent, on nous a pris la pensée égyptienne, on l'a transformée en pensée hellénique, on l'a de nouveau transformée en pensée romaine, et aujourd'hui, c'est la pensée occidentale. Nous-mêmes sommes dépouillés, tout nus, en train de circuler sans pensée. Et quand je pose la question à n'importe quel jeune Congolais ou vieux, quelle est la pensée congolaise? Il n'y en a pas. Vous n'êtes pas en mesure de me citer la pensée congolaise. Parce que s'il y en avait, on l'honorerait. Nous devons honorer la pensée. Mais c'est quelques faibles lumières, s'il faut que je le dise ainsi, qui essayent de briller de tout leur poids, sont éteintes, sont étouffées. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tous ceux qui manifestent aujourd'hui de part et d'autre, moi y compris, en ce qui concerne les mouvements politiques, ce sont des pensées étrangères. Nous, les socialistes et tout ça, le marxisme puissant, marxisme-léniniste et tout ça, ce sont les pensées des gens. Non, mais il y a eu des gens quand même qui ont essayé de retracer l'histoire, la culture africaine, congolaise. À l'instar des Zabat, par exemple, Zamenga Batukezanga. Oui, mais Zamenga, c'est un écrivain. Oui. Il a fait une pensée, mais malheureusement, est-ce qu'on l'a mis à l'honneur? On lui a permis d'avoir des laboratoires avec des millions de dollars pour pouvoir continuer. Il est mort dans sa résidence comme un rien. Mais c'est ça le problème, parce que la promotion de l'intelligence n'est pas notre panacée. Nous sommes dans une option particulière du mépris de l'intelligence.
la rancœur, l'insulte et la promotion de la bêtise sont là les outils de la RDC aujourd'hui. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Je voyais tantôt Monsieur Dofi nous appeler, je sais pas, peut-être qu'il a eu les éléments de réponse dans ce que vous étiez en train de dire, raison pour laquelle il n'appelle plus pour interagir. Mais en tout cas, 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Monsieur Patrick Akitambo, je crois qu'il a aussi eu réponse par rapport à ce qu'il a dit, à son commentaire. Pour lui, il disait tantôt que c'était la culture de l'excellence, le travail et la culture de l'excellence, le travail, voilà, qui manquait aux Congolais pour améliorer son vécu quotidien. Malheureusement, le sérieux non plus. Voilà, c'est ce que pensait Monsieur Patrick Kitambo, alors que voilà, tout ce qu'il a dit là a été résumé par Guillaume Anjolo en 2 mots. Oui. En 2 mots seulement. Ouais, mais c'est fait, c'est la connaissance, point barre, c'est l'exigence, l'absence d'exigence intellectuelle. Et qui fait que. L'exigence intellectuelle. C'est tout, il n'y en a pas. C'est tellement beau. Oui, c'est l'exigence intellectuelle. Il n'y a pas autre chose. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile à débattre en politique, parce que ça ne sert à rien. Nous sommes dans une sorte de cirque où les gens viennent se taper la poitrine pour dire à leurs fanatiques ils peuvent insulter. Je reçois beaucoup d'insultes et tout ça, mais j'y réponds même pas. Parce que l'insulte, c'est l'absence de la puissance intellectuelle. Lorsqu'on a une puissance intellectuelle, on n'insulte pas. On produit en permanence, on essaie de pouvoir jongler avec les mots, on remplace les mots violents par les mots doux, mais qui disent la même chose, et oui. Tout ça. C'est cette capacité-là. Quand on ne l'a pas, effectivement, on déploie tout son fiel en permanence parce qu'on est dans la réaction animale et qu'on n'a pas quitté, en fait. On retombe dans cette disposition des origines de l'homme dans sa période la plus reculée possible. Et c'est inacceptable. Et d'ailleurs, puisque ce qui a remplacé, ce qui manque aux Congolais, je dis, c'est la connaissance et tout le reste, mais ce qui a remplacé la connaissance ou la quête de la connaissance, cette quête permanente qu'on appelle Ikra en arabe, cette démarche à chercher sans cesse pour atteindre quelque chose, il y a un appel. Oui, nous allons prendre cet auditeur. 50 la radio interaction. Bonjour, Monsieur Moïse depuis le rond-point Gaba. Bonjour mon grand frère. Oui, bonjour mon frère. Alors, je voulais parler sur des choses. Je salue d'abord l'invité. Oui, bonjour. Et je salue aussi à tous les auditeurs de Radio Télé 50. Bon, en tout cas, je suis vraiment très content. J'avais des grandes préoccupations concernant nous, ce niveau. J'ai voulu parler de la culture, de la civilisation, et ce qu'il a bien défini pour dire qu'il n'y a plus des universités en RDC. La fois passée, j'avais parlé sur ça. S'il y avait autre moyen d'arrêter avec les universités, faire un pas en arrière, même pendant 5 ans, améliorer la qualité d'enseignement et voir comment nous pouvons procéder à faire autre chose. Parce que les investisseurs d'aujourd'hui, d'abord, quand vous dépensez trop, c'est comme si l'État qui en bénéficie, mais en retour, il ne vous reçoit pas, il ne vous reconnaît plus. Vous voyez que quelque part là, vous allez aider aussi nos parents qui veulent envoyer leurs enfants, et nous les jeunes qui veulent prendre cette ambition pour aller aux universités, sachant qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas des entreprises, mais on s'efforce et on avance en âge pour ne rien faire. Mais concernant pour l'Afrique, mon papa, je suis vraiment très content. Nous, les Noirs, je voulais me poser la question, savoir, est-ce que nous sommes des bourriques naturelles et c'est le problème des exposants qui nous fait, ou bien un problème qui est limité au niveau des cerveaux qui est sur le plan du développement. Parce que ça ne s'explique pas que nous avons que 2 saisons en Afrique. Nous sommes favorables à faire la culture 2 fois par an, et donc 2 fois par chaque saison, ou bien 3 fois par an. Mais il y a le volume. Et on ne parvient pas à le faire. Il y a la famine, et les gens ne parviennent pas à se retrouver. Il y a maintenant les soins de Libye, tout ça, il n'y a pas d'emploi. Tout ça,
vraiment, on n'est pas bien organisé. Je me pose bien cette question pour savoir, est-ce que il y a un problème au niveau de nos cerveaux, ou bien des problèmes de gestion du pays, ou bien de la culture? Concernant pour la civilisation, je crois nous, on est les Africains. On a été colonisés par ces gens qui sont venus. Et quand je prends ces concepts, je les mets dans les catégories de la démocratie. Dans la démocratie, c'est la majorité qui domine sur la minorité. Et cette civilisation, je crois, il domine sur notre culture à 100%. Vous voyez? Et quand ça domine, on ne parvient pas à ceux qui sont minoritaires, parce que cette civilisation n'est pas partie jusqu'au fond. Et c'est tellement limité où il y a des villes, où il y a un peu la civilisation. Et ceux-là qui sont au fond, jusqu'aujourd'hui, c'est le tour toujours dans cette minorité. Malheureusement, il est parti. Il est parti, monsieur Moïse, depuis le rond-point Gaba. Nous allons prendre un autre auditeur. Aïe, 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 aïe. 50 la radio interaction. Bonjour, Papa Jean, depuis Mongafula. Bonjour, monsieur Jean. Jérémy, j'ai retenu dans votre introduction, vous avez parlé d'un certain manque parmi nous les Congolais, par exemple. Oui, qu'est-ce qui manque? Manque d'amour et puis manque de non-acceptation de l'autre. Et puis, ce que je vois, il y a une certaine pesanteur dans notre pays qui nous empêche d'évoluer ou d'aller de l'avant. Nous pouvons prendre l'exemple de l'hôtel de ville. Je crois dernièrement, le gouverneur nous a parlé des camions bennes qu'il avait réceptionnés dernièrement pour lutter contre la salubrité de la ville de Kinshasa. Et quand on circule dans la ville de Kinshasa, toutes les villes sont pleines. Donc, avec, je ne sais pas comment dire, c'est très honteux, dans une capitale comme la nôtre, on circule par-ci, par-là, mais il y a des poubelles qui sont par-ci, par-là. Vous voyez qu'il y a une certaine pesanteur qui nous empêche d'évoluer. Alors, je pose la question à Maître Guillaume, que faire pour lutter, pour décanter cette situation et puis continuer à progresser. Merci. Merci beaucoup, Papa Jean, depuis Mongafula. Alors là, je m'en vais lire ce message, c'est très intéressant. Bonjour monsieur le journaliste, je vous écris à partir de Lemba, terminus. Monsieur, pour moi, je trouve que le Congolais ne se valorise pas. Lorsqu'un Congolais est devant une race étrangère, il panique. Il se sent inférieur à elle. Pourquoi ce complexe et que devons-nous faire pour lutter contre cela? C'est mademoiselle ou madame, je ne sais pas. Mais bon, je vais vous appeler madame Naomi Kinzondi Vutukidi. Voilà, 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger. Le 85 48 18 346, c'est le numéro du standard, il est opérationnel. Nous allons laisser Guillaume Angelot réagir et conclure, bien sûr. Il va répondre à tout un chacun et aussi il va conclure par rapport aux questions et à la thématique du jour. Les précédents appelants... C'est monsieur Moïse, oui. Monsieur Moïse. Ah voilà, nous allons prendre aussi cet auditeur. 50 la radio interaction. Bonjour Papa Roca. Oui, bonjour papa, bonjour aussi à notre invité. Bonjour. Bon, là il y a un petit moi et le Momotuko. Et donc, les gens sont congolais en quelque d'autres manque de donc considération de tout ce que mon ingé dit. Considération, le rôle la considération de la raté, donc ils ont moi pas. Parce que quand l'autre, moi je ne suis pas là, donc rien ne va se faire. Donc ce que mon ingé mon zawana et le moment de de matin, donc il faut qu'à ngaï. Donc ce qui doit se considérer, par exemple mon ingé zawana au putani pembe nae. Et si ça, par exemple, mon ingé n'a pas eu le photo le bino tout ça. Malgré la tendance, mais les Makamoussous, les autres ne les bossent. Mais les Congolais, considération les Alaraté. Il y a un moment même, les bandes, ils n'ont utiliser Bisso Makati. Quand on dit que Zawana, il faut le bien, le col, on Zawana, l'unité, les bandes peuvent profiter, parce que le rôle est à Zolinate, on a utilisé pour abédir ça.
Donc, moi, contribution, je suis. Merci beaucoup, Papa Roca. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Alors Guillaume Monjolo, vous avez la parole. Nous prenons un autre auditeur, malheureusement, excusez-moi. 50 la radio interaction. Bonjour Monsieur Kams. Bonjour. Non, voilà, il y a un biso africain problème est là d'abord race. Nous avons plus considéré comme inférieur biso moro d'abord. Au monde même les dirigeants à biso, souvent complexé toujours. Tu vois comme dans un exemple, il y a des dirigeants à biso qui sont opposants. S'il y a un problème, il y a toujours dans l'ambassade. Est-ce qu'on a une ambassade africaine? Il y a Libye, il y a Ghana, il y a toujours l'ambassade de la Belgique, il y a France, il y a Grande-Bretagne, il y a Canada. On a mis peu, bon, c'est santé sur la l'ambassade, il y a Guinée, il y a Ghana, et ils ont la plus considérée, mais il faut qu'il y ait toujours l'ambassade, il y a Canada, il y a Nain. Mais on a fait ça, même comme à s'exprimer devant presse, on a téléminé dans le salade. Il y a un complexe comme moi. Il faut adopter tout le monde a différence pour sonner. Il y a la mélanine, c'est ça la seule différence. La mélanine, l'esprit, tout ça, exemple, l'église où on a prié, va présenter 6 mots pour eux, à la Suisse, mais je vous assure que si on entend présenter mais la fille qui craquait, panique et côté l'église, mais on dit pas. On a vu un panique, je vous assure, et dimanche, les bandes un grand débat. Et on a tout le complexe, l'infériorité et la catégorie. Merci beaucoup, Monsieur Kams. Voilà. C'en est donc fini pour les appels. Nous allons laisser à Guillaume Monjolo le temps de réagir par rapport aux différents appelants. Et il ne faut plus appeler. Bon, c'est le tout dernier auditeur. Allô? 50 la radio interaction. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Guillaume. Bonjour. Je vous dis pendant un temps depuis l'histoire de Cameroun, ceux qui se moquent de vous, la télé dans le mythe de caverne. Mais il y a quelque chose qui me turlupte un peu. Est-ce que Nietzsche n'avait-il pas raison de dire qu'il y a ceux qui sont nés pour commander, ceux qui sont nés pour être commandés? La race humaine est divisée en deux races. Nous, les Congolais, vous m'avez démantelé. Vraiment, j'aimerais être un de vos disciples. Commencez par vous présenter, s'il vous plaît, monsieur. Allô? Allô, oui. Commencez par vous présenter. Dites-nous comment vous vous appelez, vous nous appelez d'où? Dites-nous comment vous vous appelez et vous nous appelez d'où? C'est Papa Ambroise. Oui, Papa Ambroise. Vous nous appelez d'où comme ça? De Kassavouvou. J'aimerais être un disciple de Papa Guillaume. Merci. Je le suis depuis l'histoire de comment on entreprise. Ces interventions sont très pertinentes. Très pertinentes. Et ceux qui se moquent de lui, il les classe dans le mythe de caserne. Lui-même a compris ce que j'ai dit. Merci beaucoup, Papa Ambroise, depuis Kassavoubou. Nous allons... Merci beaucoup. Courage, ne vous découragez pas, Papa Guillaume. Merci infiniment, c'est très gentil, ça me touche. Voilà. Alors, vous allez directement réagir par rapport aux différents appelants. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Jérémy. En fait, tous ces appels concourent à pouvoir justifier la nécessité du contournement providentiel. Je vais l'expliquer par la suite, mais j'ai essayé de répondre à une préoccupation première. L'université doit servir, en fait, la communauté. Qu'est-ce donc la communauté? La communauté congolaise, c'est l'esprit et l'âme d'un peuple. L'esprit et l'âme d'un peuple. Je vous ai expliqué ça à l'occasion d'une autre conférence. Volks, Hill,
Volksgeist. Ça forme une communauté. Cette communauté étant une sorte d'entité vivante qui a une volonté d'aller dans une direction, doit construire son avenir ou mettre ça en perspective et mettre en place les matériaux nécessaires pour les faire. Et ces matériaux nécessaires pour les faire, on les fait à travers les universités. Ce qui fait que l'université doit au fait participer à la définition des objectifs à atteindre par une communauté. Donc, les universités congolaises auront pour vocation de nous dire, parce que nous voulons atteindre tel but, comment est-ce qu'on les fait? Que l'intelligence dont vous disposez produise les mécanismes de l'atteinte de cette destinée-là. C'est ça l'université. On ne copie pas les autres, on utilise certains matériaux que les autres ont, mais simplement, on essaye de pouvoir adapter ça à nos propres besoins par rapport à nos objectifs. C'est ça l'université. L'université, ce n'est pas le mimétisme des autres. On ne reproduit pas ce que la France reproduit. Si vous voulez faire du fromage de camembert, vous allez vendre ça à qui? Il faut faire un fromage qui soit adaptable au palais du Congolais et par conséquent, vous prenez la science française dans le domaine, vous l'appliquez aux besoins congolais. Donc, tout ce que vous devez faire doit être appliqué aux besoins congolais. Donc, vous déterminez vous-même la formule adaptable à nos besoins. C'est ça l'université. Donc, c'est de là qu'on doit aller chercher dans le domaine politique. Nous avons une sociologie particulière. Quel type de règles, de droits on a besoin pour permettre la paix sociale en permanence dans notre espace. 420 peuples dans un même espace, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des moments de bonheur, des moments de douleur, tout ça. Comment on fait pour être ensemble? Voilà les règles applicables aux 400, donc pour une cohésion sociale et nationale de cette communauté-là. Donc, et M. Kams a raison en parlant de c'est-à-dire l'autodénigrement n'est que les signes de l'infériorité qu'on accepte soi-même. Courir dans une ambassade étrangère, voir un blanc comme étant la raison de sa vie parce qu'il va m'amener un bien-être financier et les voyages en Europe. Savez-vous simplement qu'il suffit que la RDC produise, transforme, vous n'aurez plus besoin d'avoir un visa pour aller dans n'importe quel pays. Vous prendrez votre passeport, vous descendrez dans n'importe quel pays du monde. Il suffit pour nous de dire, voilà, dans les 20 ans à venir, nous mettrons plus ou moins 5 à 50 milliards de dollars dans l'enseignement et dans les 20 ans à venir, l'enfant congolais montera dans l'avion, les passeports congolais ont une valeur terrible. Et tout le monde le fera ici. Il suffit de ça. On n'a pas besoin d'aller dans les ambassades. On a besoin de monter dans l'avion partir. Mais vous ne pouvez monter dans l'avion partir comme le fait un Brésilien, le fait un Japonais pour aller en Europe et tout ça. Le fait aujourd'hui un Sud-Africain. Que parce que vous êtes au niveau des autres, vous n'avez pas besoin d'aller rester chez eux. Parce que vous êtes un être humain à part entière, vous tendez vers les surhumains. Et c'est comme ça qu'on vous respecte. Malheureusement, si on n'a pas encore fait ça, on aura des considérations de cette nature-là d'auto-dénigrement. Voyez-vous? Donc, c'était l'aspect qu'il fallait absolument relever dans le cadre du contournement providentiel. Et Madame Naomi Kinzozi, ouais, a presque dit la même chose par rapport à ce que M. Kams a dit. Voilà. C'est-à-dire cet autodénigrement, c'est sentir inférieur par rapport aux autres. Le fait que vous alliez demander le pouvoir chez l'autre, c'est-à-dire je suis congolais, pour prendre le pouvoir chez moi, je dois traverser la mer Méditerranée, mais aller en Europe pour demander le pouvoir. Alors que je peux le faire en étant dans la région. Un soutien de la région, par exemple. Des gens comme moi, qui ont le même vécu, qui ont connu les mêmes souffrances, qui partagent ce que nous sommes en commun. Mais non, je me dénigre tellement que je ne crois pas en tout ça. Je prends la décision d'aller à l'extérieur pour aller chercher chez celui qui me semble être supérieur à moi. Donc vous acceptez dès le départ qu'effectivement vous êtes inférieur. On peut critiquer ce qui se passe chez vous. La dictature, l'absence des règles, l'absence d'état des droits. On peut le dire. Si on fait l'histoire du monde, on va découvrir une chose extraordinaire, c'est que ces pays occidentaux ont connu des dictatures,
ont connu des régimes très très durs, des royautés implacables, mais ont lutté de l'intérieur parce qu'ils estimaient être supérieurs, qu'ils pouvaient s'organiser pour contrer ce type de décision. La Révolution française n'est pas faite par les étrangers, elle est faite par les Français eux-mêmes. La plèbe, le peuple français prend la décision de pouvoir défenestrer les rois de soi-même. Il ne va pas aller à l'étranger, à gauche, chercher l'appui. Donc vous vous déniez cette qualité d'homme en vous soumettant à une situation particulière des quêtes permanentes du soutien et de l'aide. Donc ça pose un problème, et là aussi la nécessité du contournement providentiel est d'actualité. Il y a un monsieur qui parlait de l'histoire des immondices et tous les restes. Oui, c'est de la ville de Kinshasa. Oui. Bon, en fait, ce que j'essaie de pouvoir vous apporter comme réflexion, c'est de sortir des réactions. On ne doit pas réagir en permanence. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Dites-vous bien que ça ne marchera pas. Parce que celui qui aura le marché pour nettoyer ça, on lui demandera de l'argent, il paiera à gauche à droite, il commencera à faire un jour, et puis ça sera un peu trop, ça va l'étouffer. On reviendra au point de départ. Mais par contre, si vous mettez en place un système de réflexion par rapport à la production de l'intelligence dans le domaine de l'incinération, du nettoyage et tout ça, au niveau des universités, de la production de l'intelligence, et le leitmotiv étant d'atteindre un but précis, tracé par l'université au terme de la recherche, parce que la communauté l'exige, un projet, un programme exigé par la communauté, qui nous sommes, c'est-à-dire l'esprit et l'âme des Congolais, en ce moment-là, ça sera différent. Parce que chaque acte qu'on posera sera au bénéfice de la communauté. Les projets qu'on sera en train de poursuivre, ce sera le projet de la communauté. Ça ne sera pas un projet pour un individu parce qu'il est en politique, parce qu'il est arrivé là à un moment donné. Ça sera un projet de la communauté. À ce moment-là, maintenant, on aura ce qu'on appelle des vraies réformes. C'est-à-dire qu'on avait projeté pour la RDC de mettre dans l'escarcelle des centres de recherche appliquées fondamentales 10 milliards de dollars ou 50 milliards de dollars par an. Mais vu les moyens importants et nos besoins de construire des avions nucléaires, il faut ajouter 100 milliards. On fait la réforme pour voir dans quel endroit, dans quelle niche, on ira chercher de l'argent pour ajouter, pour avoir ces 100 milliards-là, continuer encore la recherche pour se performer de plus. Voilà. Mais nous sommes sans cesse dans la réaction. Tel a fait ceci, tel autre a fait ceci. Mais parce que malheureusement, nous nous focalisons, nous nous politisons en permanence, donc nous sommes appelés à agir comme les animaux, sans cesse, parce qu'on n'a pas des repères autres que les repères qu'on met en face de nous, qui nous poussent à la réaction. Alors, intervient la nécessité absolue du contournement providentiel. Pour pouvoir se sortir de ces cycles infernaux, de la misère, de la pauvreté absolue, parce que la RDC c'est un pays pauvre, il n'est pas riche du tout. La richesse, c'est les cerveaux. Ce ne sont pas les matières premières. Ce sont les dispositions vous permettant de pouvoir produire un peu plus parce que votre cerveau a été opérationnel. Tant que le cerveau n'est pas opérationnel, cette richesse-là, elle ne vaut rien du tout. On ne la mange pas. Mon peuple du Kasaï est assis sur les mines, ne mange pas ses mines, meurt de pauvreté et de maladies. En quoi est-il riche? Sortons de cette lubie, de cette utopie. Nous ne serons riches qu'à la condition qu'on aura les cerveaux performants. La richesse, c'est d'abord les cerveaux. Alors, vous allez répondre rapidement à la question de Monsieur Moïse. Sommes-nous bourriques de nature? Ça, c'est le hic. Non, pas du tout. Je pense que nous copions les mauvaises choses. L'être humain, dès sa naissance, est animé de la volonté de puissance. J'avais expliqué ça la fois passée. Cette volonté de puissance qui veut absolument qu'il s'accapare de tout. Il est un loup pour l'homme. Et la société essaie de pouvoir lui donner les mécanismes, soit d'amender cette voracité naturelle, de freiner cette capacité incommensurable de tout avoir, mais en même temps, il aurait fallu que cette même communauté congolaise, en ce qui me concerne, puisse pousser les jeunes Congolais, dès le bas âge, à chercher, à comprendre.
Cette métaphysique nécessaire qui doit être mise en place pour une révolte métaphysique, ce que j'avais dit dès le départ, il va falloir à un moment donné qu'on prenne la décision d'une considération inactuelle définitive de dire tout ce qui s'est fait en RDC est mauvais tant qu'on n'a pas institué la connaissance comme étant les premiers socles de ce que nous sommes. Alors là, c'est une bombe nucléaire. Voilà, Guillaume Angelot, on comprend parfaitement que ce que vous proposez, vous, comme solution, c'est un investissement à long terme, mais qui apporte une solution, si pas durable, éternelle. C'est pas vraiment à long terme. Si vous dites aujourd'hui que l'année prochaine, en vous posant la question, si vous permettez, est-ce que la RDC est en mesure de pouvoir mobiliser 10 millions de dollars pour, comment dirais-je, faire une petite faveur à une dizaine de penseurs? Oui ou non? Est-ce que la RDC peut trouver 10 millions de dollars? On peut dire oui. Très bien. L'année prochaine, vous sortez 10 millions de dollars. Vous donnez 1 million de dollars à la télévision à un penseur sur une théorie particulière qui participe à notre devenir intéressant. Vous donnez 1 million de dollars à une personne qui a produit un outil qu'on doit devoir transformer, mettre en place ou commercialiser au profit de la RDC. Vous donnez 10 millions de dollars, 1 million de dollars à un écrivain en littérature extraordinaire à tout ça. Tout de suite, vous focalisez l'attention de toute la population sur ces gens-là. Ça devient la référence absolue. Dès cet instant, chaque enfant a besoin de gagner ces millions de dollars. Donc, il va chercher dans le domaine où il se sent compétent parce que l'État aura dit, dans toutes les compétences qui sont en mesure de pouvoir transformer nos vies, aussi bien au niveau de la pensée qu'au niveau pratique, oui, nous mettons l'argent sur la table. Voilà. Nous avons un prix d'1 million de dollars ou 10 prix d'1 million de dollars chaque année, ça fait 10 millions de dollars qu'on affectera aux intelligences de la RDC. En philosophie politique, donc de la pensée, en philosophie pure de la pensée, en littérature, la belle littérature, en quelques sciences exactes et tout ça, dans la menuiserie extraordinaire, donc dans tous les métiers. Le meilleur maçon qui a fait quelque chose d'extraordinaire, qui a fabriqué peut-être les mélanges. Parce qu'il y a par exemple, au niveau des provinces, une subtilité particulière où les gens prennent les écorces ou la pelure du manioc, ils battent ça, ils mélangent avec du sable et ça fait une sorte de ciment extraordinaire. Wow. Ben oui, effectivement, mais il faut performer ça, il faut améliorer ça. Et ça scelle 2 briques qui ne bougent plus. Donc c'est ingénieux, mais il faut donner les moyens pour le faire. Voyez-vous, ce sont toutes ces choses-là, en fait, quand vous faites ça, vous les faites l'année prochaine, les gens vont tourner leur attention vers là. Oui. Ils vont oublier vos histoires des églises à gauche à droite, la politique qui est salissante, mais c'est tout ce qui est avilissant en RDC aujourd'hui, c'est d'abord la politique et la manière dont on l'emploie. La politique est censée pouvoir être le produit de ce que nous voulons être prochainement, c'est-à-dire parce qu'il y a la raison, la vertu et le bonheur de la population, parce que les universités vous ont produit les orientations sur lesquelles il faut absolument appliquer une politique et des règles pour que ça soit fonctionnel, mais ce n'est pas pour s'approprier une situation pour s'enrichir. C'est ça la différence. Or, quand vous êtes dans cette option-là, elle est avilissante, elle perd tout son sens, elle perd ce service qui est nécessaire à une population, à la communauté, à l'esprit, à l'âme du Congolais, au profit des individus et finalement qui meurent les plus souvent très pauvres. Alors, Guillaume Angelot, vous allez déjà annoncer l'émission de la fois prochaine, mais je vais vous lire ce SMS, ça va vous faire rire peut-être. C'est Naomi qui nous a dit qu'il revient pour dire « J'aimerais ajouter ceci. Nous avions été plusieurs fois déçus par les races étrangères, mais jusqu'à présent, nous sommes toujours ignorants, des perdus. On ne sait pas lutter contre cela. Alors, la seule solution est de chercher le vrai Dieu. » Tout Congolais a ce genre de comportement. Voilà, ne croyons pas que la façon dont nous nous confions aux autres races qui nous ont tout le temps traités comme des animaux de leur côté, ça sera la même jamais.
jamais un blanc ne se colle jamais à un noir pour rien. Il le fait toujours par intérêt, en est conscient ou inconscient. Voilà. L'homme, Madame Naomi, l'homme est un loup pour l'homme, ça sera ainsi jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que la prochaine émission, on va revenir, parce que je pense qu'on n'a pas épuisé les contournements providentiels. Après avoir dit tout ce qu'on a dit là, parce que les questions avaient été posées, on fait comment? C'est pour ça qu'on doit procéder au contournement providentiel. Après l'attentat d'aujourd'hui, la grande considération inactuelle de la pulvérisation de notre système d'enseignement, il faut lui donner maintenant une orientation qui soit de nature à contourner la politique, la religion à tout va et l'alcool. La plaie de la société où s'enfuit aujourd'hui le fosse sceptique où nous nous enfonçons aujourd'hui s'appelle l'alcool, la musique pornographique et la religiosité, mais d'une spiritualité la plus basse possible, qui méconnaît que l'homme doit travailler pour vivre, qui méconnaît que la femme enfantera toujours avec difficulté, et c'est dans les textes. Et ça, cette fosse sceptique, là je ne suis pas dans l'incursion, je suis dans la considération. Cette fosse sceptique dans laquelle se noient les airs des Congolais s'appelle l'alcool, la religiosité à tout va, la musique pornographique. Et tout ça est enrobé dans la politique. Malheureusement. Et prochainement, nous parlons de... On doit maintenant finaliser le contournement providentiel, parce que si cette fosse sceptique est là face à nous, il faut la nettoyer à travers les contournements providentiels. Voilà. Merci beaucoup à vous, Guillaume Anjolo, et à tous les auditeurs de la fréquence visible. Merci à Monsieur Moïse depuis Rond-Point-Gaba, à Monsieur Patrick depuis la commune de Kitambo, à Madame Naomi Kinzonzi Mvutukidi, à Papa Jean, à Mongafula, Papa Roka, Monsieur Kams et à Papa Ambroise. Et bienvenue à vous, Papa Ambroise, parce que c'est la première fois que je vous reçois, que vous appelez. Mais je pense que vous serez désormais des nôtres. Merci à Mervenda qui était de l'autre côté de la baie vitrée, qui a assuré aussi la réalisation de cette interaction, et à Don Faeta qui vient de nous rejoindre. Et je présente toutes mes condoléances à notre technicien qui vient de perdre son père. C'est DLL, on a l'habitude de l'appeler DLL, Lissimo. Toutes mes condoléances, que l'âme de notre défunt papa repose en paix. Merci à vous tous. Le rendez-vous est pris pour demain jeudi à 9h05. Si vous n'avez pas eu le temps de nous suivre à 9h, sachez que la rediffusion c'est à 23h15 heure de Kinshasa. Pendant ce temps, profitez du programme de Radio 50. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori.